C'est au tour des détenus, des groupes de détenus de la maison centrale d'Arles, avec Sylvain et Mehdi, de prendre la parole. Et je crois que vous allez parler tous les deux. Donc on va vous retrouver tous les deux au pupitre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je représente la maison centrale d'Arles. Je commence. Les facteurs favorisant la récidive, ce sont des témoignages de détenus. Petit 1, maintien des liens familiaux. Conditions indignes des parloirs. Et tout de suite, je voulais ouvrir une parenthèse à ce sujet. Je ne suis pas ciblé à l'heure d'aujourd'hui par ce problème, mais c'est un problème qui me touche énormément et c'est pour ça que j'ai envie qu'on l'évoque. On va prendre l'exemple de Fresnes, qui n'est pas très loin, où quand vous allez visiter votre famille, femme, enfants, parents, il faut savoir que vous entrez dans une salle de 2-3 mètres carrés, où au milieu, il y a un muret, et votre famille se trouve de l'autre côté. Vous n'avez pas le droit ni de les serrer, ni d'embrasser, ni femme, ni enfants, ni parents. Et il faut savoir que les instructions peuvent durer de 1 an jusqu'à 4 ans. Et alors la question que je pose, est-ce qu'il est normal que des personnes aient de la haine en sortant de prison ? Je referme la parenthèse. L'éloignement familial, les transferts abusifs. Petit 2, parcours d'exécution de peine. Absence de formation valorisante et qualifiante. Difficulté d'accès au travail. Pas assez de travail proposé en détention. Il n'y a pas de réinsertion. Petit 3, système carcéral. C'est général. Conditions de détention déplorables. Vous avez dû tous observer, de par les médias, la prison des Baumettes. Ça peut donner une image de ce qu'on peut vivre en détention. Isolement, transfert sécuritaire abusif, système uniquement répressif. Il n'y a pas de respect en détention, non-respect de la dignité humaine. Les prisons sont des garderies. Petit 4, système judiciaire. Peine trop lourde. Haine du système judiciaire. Petit 5, aménagement de peine et préparation à la sortie. Peur de ne pas retrouver ma place dans la société. Absence d'accompagnement et d'encadrement. On m'a coupé du monde. Jeune, on ne m'a pas aidé. Après ma peine, le monde extérieur a continué de me juger. On ne m'a pas donné de conditionnel ou d'aménagement de peine. Pas de permission de sortir accordée assez tôt. J'étais pire en sortant qu'en entrant. J'ai retrouvé mes potes à la sortie. Mauvaise fréquentation. Ce qui peut aider à ne pas récidiver. Témoignage de détenus. Le soutien de la famille. Un encadrement dès le départ de la détention. De l'aide, de la confiance, du respect, le droit à la dignité, des permissions de sortir, du travail, des études, des confusions de peine, des relèvements de périodes de sûreté, du sport, quitter mon environnement naturel en sortant de prison, pouvoir fonder ma propre famille et privilégier les aménagements de peine le plus tôt possible. En conclusion, je crois que la prévention contre la récidive débute dès le départ de l'incarcération. Faciliter les études pour ceux qui le désirent et faire des formations diplômantes. Respecter les détenus en les logeant dans des cellules propres, ne pas les entasser comme des animaux afin qu'ils puissent déjà se sentir humains. Leur montrer qu'ils ne sont pas des hommes de seconde zone ou des déchets de la société. Sous prétexte qu'ils aient commis des erreurs, l'homme parfait n'existe pas. Nous avons tous commis des erreurs, certes à des degrés différents, mais il n'en reste pas moins que chaque homme ait droit à une seconde chance. Il faut faciliter les liens familiaux un maximum, car un grand nombre de détenus ont changé leur comportement vis-à-vis de leur famille. C'est une véritable aide contre la récidive. Pour exemple, moi qui suis incarcéré à la maison centrale de Arles, il y a ce que l'on appelle des UVF, plus communément appelés des unités de vie familiale. Et il faudrait que ce système-là soit éparpillé un peu dans toutes les prisons. Parce que je peux vous dire que la première fois où moi, personnellement, j'ai mis mon pied dans un UVF, je me suis ressenti papa et époux
et chose que je n'avais pas ressentie depuis de nombreuses années. Il faut aussi donner un maximum de permissions de sortie dès que possible et lancer les conditionnels le plus tôt possible pour réapprendre à vivre en société progressivement et de manière encadrée. Un détenu libéré en sortie sèche, après une longue peine, se sent étranger au monde extérieur. Il a peur du regard que lui portent les autres, et il se referme sur lui-même et finit par retourner dans son milieu naturel, là où il aura de grandes chances de retourner en prison. Il faut comprendre qu'un homme qui a effectué 10, 15 ou 20 ans de prison et qui est conditionnable depuis plusieurs années finit par désespérer. La réinsertion ne l'intéresse plus. Il préfère terminer sa peine entièrement que d'accepter une conditionnelle tardive auquel il ne croit plus. Ensuite, je voulais faire part aussi d'un cas concret qui est le mien, mais c'est général. J'ai été incarcéré à l'âge de 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30. Et c'est ma première permission de sortir. Et on me l'a donnée pour venir vous voir, vous. Et c'est pour ça que j'espère que ça évoluera, et dans le bon sens, et que les paroles vont laisser la place aux actes. Je vous remercie. Bonjour Sylvain, actuellement, comme vous l'avez compris, détenu à la maison centrale de Arles, donc une longue peine. Je suis en état de récidive. Je suis sorti la première fois après une très longue peine de 12 ans et demi effectuée, en fin de peine sans avoir obtenu d'aménagement, malgré tous les efforts que j'avais pu faire. Et je peux vous assurer que j'ai toujours veillé à avoir une conduite exemplaire en détention, ce qui est aussi le cas cette fois-ci. Là, je suis dans ma 12e année de détention. Je viens de passer 10 ans en maison d'arrêt. Voilà. Et je suis ici pour témoigner pour les longues peines, ce dont on parle jamais. On parle souvent des courtes peines. J'ai vu sur les journaux aussi qu'on parlait des moyennes peines, mais les longues peines, on a le sentiment que voilà, c'est un sujet tabou qui vaut mieux taire, comme s'il n'y avait pas de solution à trouver. Donc voilà, moi je pense que en fait, la prévention de la récidive, c'est une problématique à considérer dans son ensemble. Ça veut dire que la prévention de la récidive, ça commence dès l'entrée en prison, dès la préventive. Et le problème qu'on a en France, c'est qu'on a des préventives qui sont beaucoup trop longues. Il faut que vous sachiez que le législateur a légalisé des détentions préventives qui peuvent, pour les longues peines, durer jusqu'à 10 ans d'incarcération. À partir de là, vous pouvez savoir tout ce qui peut en ressortir. Préventive trop longue, c'est l'épuisement personnel, l'épuisement des familles. C'est de la colère qui est générée, de la frustration, des humiliations qu'on doit supporter. Et c'est le désespoir qui naît en nous. Voilà. Tout ça, ça va à l'encontre de la prévention de la récidive parce que ça va à l'encontre de la désistance, c'est-à-dire ce renoncement volontaire à l'acte criminel. Ça empêche de prendre conscience surtout de la gravité de nos actes pour nos familles, les conséquences qu'il y a sur nos familles, qu'il y a sur les victimes. On n'en parle pas beaucoup, mais si on veut changer, il faut d'abord prendre conscience du mal qu'on a pu générer autour de nous. Et puis le mal qu'on se crée aussi à soi-même. Et ça nous empêche aussi de nous projeter dans l'avenir parce que dans ces années de préventive, vous combattez pour faire entendre soit votre innocence, soit pour vous expliquer. Et en fait, ça vous fatigue. Donc voilà. Il faut que vous sachiez qu'il y a des lois qui invalident, à mon avis, totalement l'objectif de resocialisation, de désistance qui favorise la récidive et qui accentue le désespoir. Il y a des choses qui ne sont pas normales, comme la peine de sûreté aux 2 tiers. Des peines prononcées de sûreté aux 2 tiers, ça veut dire que la personne, le jour où elle va arriver à la fin de sa peine de sûreté, si elle a eu une conduite exemplaire, eh bien, le jour même, le jour de la fin de sa période de sûreté, elle sera libérée, sans avoir pu préparer sa réinsertion par des aménagements de peine, par des permissions, par de la recherche d'emploi, par toute autre chose. Donc les peines de sûreté, c'est vraiment un problème très très lourd. Vous avez aussi le quantum des peines qui est un autre sujet très grave parce qu'on a eu de cesse d'augmenter le quantum des peines en France
Et je ne vois pas comment on peut se projeter dans l'avenir avec des peines à l'infini. Moi, j'ai été condamné 17 ans, mais vous imaginez bien qu'en centrale, j'ai fréquenté beaucoup de personnes qui ont des peines, sans parler des peines à perpétuité, des peines de 30 ans avec 2 tiers de sûreté, ils n'en voient pas le bout. Voilà. Donc il faut éviter aussi les sorties sèches. Ça, c'est un problème. Ensuite, il y a des obstacles, de difficultés supplémentaires. Notamment pour les longues peines, ce sont des aménagements de peine qui arrivent bien trop tardivement. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans les temps d'aménagement de peine, vous avez beaucoup de difficultés à y avoir accès, quelle que soit votre conduite. C'est-à-dire qu'on voit parfois des invraisemblances qui sont très mal ressenties en détention. Vous allez avoir des gens qui ont pu avoir des problèmes en détention et qui vont accéder à des aménagements de peine, et d'autres personnes qui ont une conduite exemplaire et qui n'arriveront pas à accéder à ces aménagements de peine. Ça, c'est un véritable problème. Un aménagement de peine trop tardif, ça n'a plus de sens parce que le détenu, il est usé, il broie du ressentiment. Voilà. Il y a un problème, je crois, aujourd'hui, c'est que bien trop souvent, on en est encore au niveau des juges d'application des peines, à trop évaluer le risque de récidive, alors qu'on devrait penser aux facteurs de renoncement et de changement. Voilà. Il y a un dernier point aussi, les interdictions de séjour. Vous avez entendu à quel point il était important pour les gens qui étaient détenus d'avoir un soutien familial. Et je vous prie de croire que les familles qui restent auprès de nous, elles ont beaucoup de force en elles, parce que, notamment maison d'arrêt, par les difficultés qu'elles ont parfois, qu'elles rencontrent pour venir nous voir, des transferts abusifs, des conditions de parloir vraiment très, très, très compliquées. On se demande bien souvent si tout n'est pas fait pour nous briser des liens avec nos familles, des gens qui sont les premiers à pouvoir nous montrer le chemin. Voilà. Donc ça déracine encore plus socialement. L'interdiction de séjour, se retrouver, avoir la crainte de se retrouver en dehors de son milieu social, familial, et au loin, sans atout et sans soutien. Voilà. La réinsertion, ça doit être de savoir donner du sens à la peine. Donner du sens à la peine, c'est, je pense, permettre plus avant de donner l'accès à des formations professionnalisantes. C'est-à-dire, vous savez très bien que bien souvent le niveau d'études en prison est assez faible, d'études ou de formation professionnelle, et c'est une crainte pour beaucoup de retrouver la vie active sans avoir les capacités professionnelles de se retrouver dehors avec une possibilité de travailler dans un milieu donné. Donc les formations professionnelles, il faudrait, je pense, à mon avis, beaucoup tabler là-dessus. Avec voilà. Ce travail, ça restaurera la confiance en soi déjà, c'est un point très important. Ça donne des outils, ça permet de se projeter dans l'avenir, de former à long terme un projet. Voilà. Ensuite, il y a ce qui est certainement le plus important, c'est préserver les relations familiales dans des conditions de respect et de dignité. Ce qui est étonnant à constater, pour moi qui ai connu beaucoup d'établissements pénitentiaires, c'est que bien souvent, les conditions les plus dures, vous les vivez en maison d'arrêt. Donc, dans une situation bien souvent où vous êtes en état de préventive, et donc présumé innocent. Et on vous fait supporter des conditions de détention qui sont exécrables. Voilà. Et quand vous arrivez en établissement pour peine, donc tout n'est pas noir, hein. Il y a beaucoup de gens sur qui on peut se reposer, notamment les CIP, on vient d'en parler. Quand vous arrivez en établissement pour peine, vous avez souvent des conditions qui sont bien meilleures. Pourquoi les conditions sont si difficiles quand on est présumé innocent? Voilà, ça, il faudrait peut-être se pencher sur ce problème-là. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un jugement rapide qui permette à tous les acteurs de travailler dans le même sens. C'est-à-dire que je pense qu'une piste essentielle qui doit être suivie, c'est en plus de la bonne volonté et des moyens qu'on espère voir qui soient donnés, des lois qui soient changées, c'est qu'on puisse tous travailler dans le sens du changement. Donc, qu'il y ait comme un contrat moral qui soit effectué, donné entre les détenus, entre le juge d'application des peines, entre les représentants des CIP et avec l'administration pénitentiaire à mettre en avant. Parce que chacun, si le but est de prévenir la prévention de la récidive, il faut que chacun y participe,
volontairement et avec beaucoup de force. Et ça pourrait se faire sur le fait d'avoir des objectifs à atteindre, des formations, se lancer dans des formations professionnalisantes, dans des études, avec des rencontres annuelles avec tous les acteurs pour voir où c'est qu'on en est. Et que si les objectifs sont atteints, à terme, dans les temps de la libération conditionnelle, les gens aient l'assurance d'obtenir ces libérations conditionnelles. Pas qu'ils aient l'espoir d'être toujours rejetés, mais de vraiment les obtenir. Je pense que là, vous avez une piste à suivre qui pourrait être intéressante parce que moi, j'ai pu constater que les plus durs, quand on commence à leur tendre la main, il n'y en a pas beaucoup, je dirais même, qui n'existent pas, ceux qui, à un moment, n'ont pas envie de changer et de retrouver une vie normale. Donc ça, c'est la détention. Je vais vous donner 2 chiffres qui vont vous montrer, qui vont éclairer un peu plus où on en est en France. La Pologne, qui est un pays qui est rentré récemment dans la Communauté européenne, il donne 60% des conditionnels des demandes de conditionnels qui sont posées sont acceptées. En France, on en est à moins de 6%. Voilà, ça éclaire, à mon sens. Et il faut garder à l'esprit aussi qu'en fait, la prévention de la récidive, ce n'est pas uniquement le travail qu'on doit faire pendant la détention. La prévention de la récidive, ça doit se travailler à l'extérieur. Il faut avoir du soutien, il faut être suivi. Il faut qu'on puisse trouver des sécurités. Parce que vous ne pouvez pas imaginer à quel point il peut être impressionnant pour les gens qui sortent d'avoir peur. Moi, j'ai vu de nombreuses personnes qui sont issues de la grande criminalité, donc on pourrait penser comme des gens très forts, et qui avaient la crainte de sortir. Parce qu'après avoir passé 12 ans ou 15 ans ou 20 ans, eh bien, leur vie, c'est la prison, et dehors, ils sont complètement perdus, quoi. Ils ne savent pas comment se débrouiller. Le monde, il a continué. Donc, voilà. Moi, je sais ce que je faisais il y a 20 ans. J'imagine que pour tout un chacun, il est facile de se souvenir ce que chacun faisait il y a 20 ans. C'est passé beaucoup de choses, j'imagine, pour les uns et les autres. Moi, j'ai fait beaucoup de prison. Mais il y a une réponse à laquelle je ne peux pas... une question à laquelle je ne peux pas donner de réponse, c'est ce que je ferai dans 20 ans. Et si je vous pose la question de ce que vous ferez, de ce que vous serez devenu dans 20 ans, au-delà de vos espoirs, je crois que c'est difficile de se projeter dans cet avenir-là. Donc le problème des longues peines, c'est celui-là. C'est l'incapacité de pouvoir se projeter dans l'avenir. Voilà. Donc je voudrais dire aussi un mot sur Arles. Comme j'ai dit, j'ai passé de nombreuses années en maison d'arrêt. Arles, c'est un établissement qui a été rouvert récemment, après avoir été inondé. Il a été mis en place au sein de cet établissement un nouveau fonctionnement qui, personnellement, ce n'est pas l'avis de tout le monde, mais c'est mon avis personnel, m'a interpellé. Parce que pour la première fois, je me suis retrouvé confronté à une autre gestion des personnes détenues, avec la parole et l'échange qui soient privilégiés. C'est-à-dire que quand il y a un problème, au lieu de répondre à un problème par une sanction immédiate, la mise au cachot, une mise à l'isolement, on essaie de comprendre les raisons qui ont pu amener la personne à péter un plomb et on essaie de l'aider. Voilà. Un autre système qui est mis en place, c'est le système de médiation qui est tenu par les détenus qui font un peu le joint entre l'administration pénitentiaire et les détenus. Voilà, ce sont des pistes intéressantes qui sont suivies. Et voilà, ça fait du bien d'être un moment de pouvoir se poser, de pouvoir discuter presque d'égal à égal, mais quoi qu'il en soit, d'être entendu et d'avoir la parole. Donc voilà le témoignage que je voulais porter pour les longues peines. Je voulais vous remercier de nous avoir donné cette possibilité de nous exprimer. Je voulais remercier la ministre, garde des Sceaux et tous les représentants du jury. Merci.